C'est toujours un plaisir de se retrouver avec mes chers collègues, toujours en insistant sur le traitement multidisciplinaire donc, de certaines pathologies psychosomatiques. Donc on va clôturer donc, cette journée avec une dernière présentation qui est donc, celle de la prescription sécure des antidépresseurs dans le cancer du sein. Donc pour ma présentation, je vais donc je vais parler ou je vais la séparer en deux parties. La première donc la première question sur laquelle on va répondre est pourquoi prescrire un antidépresseur pour une patiente atteinte de cancer du sein. Et là donc je dois vous convaincre et je dois convaincre tous les praticiens de la nécessité donc de mettre et de traiter les patients souffrant d'un cancer du sein. Et bien sûr donc de se familiariser avec donc cette prescription. Et la deuxième partie donc je vais vous montrer donc les dernières recommandations et guidelines de la Société européenne d'oncologie médicale et la Société américaine d'oncologie clinique concernant la prescription des antidépresseurs dans le cancer du sein. Maintenant, pour répondre à la question pourquoi prescrire un antidépresseur pour une patiente atteinte de cancer du sein, donc vous savez, durant toute la journée, on a évoqué pas mal de souffrances chez ces patients. Donc ils présentent une détresse psychologique importante. Nous avons souligné également la prévalence élevée de la dépression et de l'anxiété, les liens entre la dépression et le risque de récidive et de mortalité, le risque suicidaire et les symptômes physiques liés au cancer et au traitement anti-cancer. Donc là, je vais vous illustrer donc, cette détresse psychologique à travers une vignette clinique donc, chez une patiente âgée de 39 ans, enseignante en primaire. Il a 3 filles, donc âgées de 16 ans, 7 ans et 1 an et demi. Et il présente un cancer du sein donc, depuis 18 mois après l'accouchement. Donc, c'est-à-dire peut-être quelques mois après l'accouchement de sa dernière fille. Donc, concernant les antécédents familiaux, il a une sœur atteinte de cancer de sein stable depuis 10 ans et sa maman, et aussi, il a une histoire de cancer du sein stable depuis 25 ans. Donc déjà, je vais juste vous montrer donc, le parcours à travers cette vignette clinique, donc le parcours de traitement et le parcours donc, des difficultés psychologiques qui peut être traversé par les patientes. Donc déjà, on souligne les antécédents dans la famille. Concernant le traitement, il a bénéficié d'une mastectomie avec un traitement à base de tamoxifène. Il a, comme plusieurs femmes, donc, des soucis, notamment un trop de stress avec les filles, donc, concernant la scolarité, concernant la fille donc, qui est donc, à l'âge d'adolescence. Et aussi, durant son suivi, sa maman qui avait un cancer du sein stable il y a 25 ans a présenté une autre localisation au niveau de l'œsophage. Et c'est ce qui a rapporté donc les propos de la patiente. Il a dit que suite au stress engendré par le cancer de sa fille, c'est-à-dire que c'est la patiente qui rapporte ça. Suite à mon cancer, la maman, donc il a développé donc une deuxième localisation après 25 ans de stabilité. Cela donc souligne l'impact du stress donc, en ce qui concerne l'évolution du cancer. Donc, autre souci donc, de la patiente, c'est qu'il était vraiment soucieuse par rapport à l'avenir de ses filles. Il a une sœur qui a un cancer du sein, sa maman elle est atteinte d'un cancer du sein, et il a 3 filles, donc il commence un peu à ruminer par rapport à l'avenir de ses filles. Donc le mari aussi, donc, il m'a rapporté que son mari donc, n'a pas regardé la cicatrice de la mastectomie depuis 18 mois. Il lui a dit donc donc c'est juste pour vous illustrer les difficultés que peuvent vivre ces patientes dans différents fronts. Il n'y a pas que le front de la maladie, il n'y a pas que l'annonce, il n'y a pas que le cancer, il y a aussi donc l'entourage, il y a la famille, il y a le côté financier, il y a énormément de problèmes. Sur le plan psychiatrique, donc l'examen a révélé un épisode dépressif majeur avec des symptômes anxieux et la patiente a été mise sous escitalopram
en association avec l'alprazolam. 15 jours après, il m'a envoyé donc ce message que j'ai laissé donc tel qu'il est. Et il demande donc de l'aide. S'il vous plaît, accordez-moi un rendez-vous demain, si c'est possible, j'ai fort besoin de vous voir. Le cancer a envahi le trossin. Je me sens si désespéré, même épuisé. Donc, à la consultation, le lendemain, il était très anxieux. Il m'a dit qu'il a palpé un nodule du sein contralatéral et son oncologue a suspecté et a demandé une mammographie. Et le radiologue a annoncé donc le cancer d'une façon brutale. Donc la biopsie et les résultats sont en cours. Donc la biopsie a confirmé donc le cancer du sein contralatéral, les deux seins. La radiographie a montré donc 2 méta-hépatiques et il a été mis sous traitement à base de Ibrance et létrozole. Donc c'est un parcours qui est un peu difficile, qui montre à tel point le stress peut rendre difficile un parcours normal du traitement de cancer. Et ça illustre également la détresse psychologique engendrée par la maladie. Donc maintenant, deuxième argument pour lequel normalement on doit prescrire un antidépresseur chez ces patients, c'est la prévalence élevée de la dépression et de l'anxiété donc, dans cette population. Et comme ça a été déjà dit, donc, la prévalence de la dépression chez les patientes atteintes de cancer peut aller donc, jusqu'à 62%. L'anxiété aussi, donc, il peut aller jusqu'à 77%. Et c'est des chiffres qui sont variables, donc ils peuvent aller de 30 jusqu'à 70%. Donc il y a une prévalence très importante de l'anxiété et de dépression chez les patientes atteintes de cancer du sein. Le troisième argument, c'est un argument sur lequel j'insiste et sur lequel je dis qu'on doit normalement souvent évaluer donc, la composante psychiatrique chez ces patientes, c'est le lien qui est actuellement bien établi entre l'anxiété et la dépression chez ces patientes et le risque de récidive et de mortalité. Professeur Shibani donc, a parlé donc, de cet élément, c'est très important. C'est-à-dire qu'en traitant une patiente qui présente une dépression, on peut améliorer le pronostic global de la maladie. Donc là, je vais vous citer donc, quelques articles. Donc un article, une méta-analyse de 17 études qui montre que l'anxiété était associée à la récidive et à la mortalité, toutes causes confondues. Donc un autre article qui est mené sur 6000 patientes atteintes de cancer du sein et a montré que les femmes avec un épisode dépressif majeur, avec une dépression, avaient un risque accru de récidive de 37% et de mortalité par cancer du sein, qui peut aller jusqu'à 37%. Et l'association entre l'épisode dépressif majeur et la récidive était plus marquée chez les femmes atteintes d'un cancer du sein ER positif. Un autre article qui rapporte un risque accru de mortalité associé à la coexistence d'un cancer du sein et d'une dépression. Lorsqu'il y a donc cette association, le risque de mortalité est le plus important. Maintenant, il y a aussi un autre élément sur lequel il faut insister, c'est le risque suicidaire donc, chez ces patientes. C'est un cas clinique, donc c'est plutôt donc, une revue systématique avec une méta-analyse sur donc 20 études avec 3,5 millions de participantes et qui montre donc une prévalence d'idéation suicidaire qui peut aller jusqu'à 10% avec une prévalence de 2% des tentatives de suicide et la mortalité par suicide a été de 0,001%. Le suicide, les facteurs de suicide chez les patientes atteints de cancer du sein et la détresse psychologique, l'autoperception d'être un fardeau et les troubles psychiques comorbides. Donc, d'où la nécessité toujours d'évaluer la santé mentale chez ces patientes. Le dernier argument, c'est, on a parlé de dépression, on a parlé d'anxiété, mais on a oublié les effets, les symptômes physiques. On n'a pas
évoqué donc les symptômes physiques liés au cancer et au traitement anticancéreux. Dans cet article, donc, il rapporte les effets secondaires autodéclarés par les patientes qui ont un cancer du sein. Il s'agit d'une étude sur 258 patientes qui ont été mises sous traitement à base de chimiothérapie, radiothérapie et mastectomie et qui ont rapporté plusieurs effets secondaires du traitement. Ils ont autodéclaré donc ces effets secondaires, à savoir les douleurs au niveau des aisselles, les douleurs au niveau thoracique. Ils ont rapporté également des douleurs au niveau donc du sein fantôme, à l'instar des membres fantômes, et des douleurs dorsales. Ils ont rapporté également des effets indésirables d'ordre digestif, à savoir les nausées et les vomissements, l'alopécie et la fatigue, la faiblesse et les changements de l'appétit. Un autre article qui montre que les préoccupations les plus fréquentes les plus fréquemment rapportées chez ces patientes étant la fatigue, l'insomnie, les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes et la douleur. Donc ça, c'est une autre histoire de souffrance avec les traitements du cancer. Et je pense que là, nous sommes un peu au-delà de l'annonce. Vu le stade de traitement, il y a aussi des difficultés physiques qu'on doit normalement prendre en charge. Maintenant, concernant les recommandations et les guidelines, il faut savoir déjà que les antidépresseurs sont sous-prescrits chez les patientes en oncologie. Pourquoi ? Parce qu'il y a une non-reconnaissance des symptômes dépressifs par les oncologues. Parfois, il y a une difficulté de repérer les symptômes dépressifs par les oncologues ou même par les autres médecins praticiens, parce que certains symptômes dépressifs, ils peuvent se mélanger, si vous voulez, avec des symptômes liés au cancer. L'insomnie, l'anorexie, la fatigue, une certaine tristesse peut s'interférer. Les symptômes psychiatriques sont souvent masqués par un tableau somatique prédominant. Les oncologues ne sont pas familiarisés avec les règles d'utilisation des antidépresseurs et parfois il y a une stigmatisation, c'est ce qui est un peu difficile, c'est la stigmatisation des difficultés psychologiques. C'est ce qui fait que moins d'un quart des patients présentant un trouble dépressif dans un contexte de cancer avancé reçoivent un antidépresseur. Donc c'est une sous-prescription des antidépresseurs dans cette population. Maintenant, quelles sont les indications des antidépresseurs dans le cancer du sein? La première indication, c'est la dépression. Les troubles anxieux aussi. Les troubles anxieux, c'est une catégorie de troubles un peu différents de la dépression, mais ils sont aussi gênants et altèrent la qualité de vie d'une manière significative. Donc il faut les identifier et les traiter. Et il y a aussi donc d'autres symptômes pour lesquels on doit normalement mettre ces patients sous antidépresseurs, à savoir les troubles du sommeil, la douleur, la fatigue, l'anorexie, cachexie, les nausées et vomissements et les bouffées de chaleur. Donc la plupart de ces symptômes physiques, ils sont très gênants et altèrent énormément la qualité de vie et on peut les traiter par des antidépresseurs. Les recommandations récentes donc, de la Société américaine d'oncologie clinique et la Société européenne d'oncologie médicale soulignent l'incidence élevée de la dépression, reconnaît l'impact de l'anédonie et des difficultés de motivation sur la capacité du patient à s'engager dans son traitement. S'il est déprimé, s'il est anédonique, s'il a un problème de motivation, ça va retentir également sur l'observance thérapeutique en ce qui concerne le cancer. Et il insiste également à prendre en considération les interactions entre tamoxifène et inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et les antidépresseurs. Donc la plupart, un élément très important, c'est de savoir, lorsqu'on va traiter une patiente atteinte de cancer du sein, savoir déjà, est-ce qu'elle est sous traitement hormonothérapie? Est-ce qu'il prend la tamoxifène ou bien est-ce qu'il est sous inhibiteur de l'aromatase? Parce qu'avec ces deux groupes de molécules, il faut faire attention avec la prescription. Il souligne également, ils mettent l'accent sur les facteurs de risque de suicide, notamment l'âge avancé,
au moment du diagnostic, être célibataire, les comorbidités psychologiques, le désespoir, les stades avancés du cancer et le mauvais état général lié au cancer. Et il insiste, donc ces recommandations toujours, sur l'évaluation régulière de la santé mentale. Donc, globalement, schématiquement, ces sociétés savantes recommandent de suivre un modèle de soins progressif. Ça veut dire que commencer par les psychothérapies. Dans les psychothérapies, il y en a plusieurs, psychoéducation, la TCC, la thérapie interpersonnelle et les groupes de parole, comme ça a été déjà rapporté par Madame Lamia Rouja. Si ça ne marche pas, donc on passe à la pharmacothérapie. On va mettre les patients sous traitement antidépresseur tout court. Et on peut faire aussi l'association. L'association, il donne de meilleurs résultats que le fait de prescrire l'antidépresseur seul. Il faut savoir aussi que le métabolisme du tamoxifène est le moins affecté par l'escitalopram, la sertraline et la venlafaxine. C'est-à-dire que ces trois antidépresseurs, ils sont sécures en ce qui concerne cette association. On peut les mettre, c'est-à-dire chez les patients sous tamoxifène. Et il faut éviter donc la paroxétine. Donc c'est le seul antidépresseur ayant démontré un effet clinique négatif, et la paroxétine qui doit être évitée chez les patients prenant du tamoxifène. Pourquoi ? Parce que la paroxétine, c'est un inducteur, c'est un inhibiteur puissant d'un cytochrome qui est le cytochrome P. Si je me rappelle, c'est le cytochrome P2D6. Normalement, c'est un inhibiteur, c'est un puissant inhibiteur du passage entre le tamoxifène et l'endoxifène, qui donne l'effet thérapeutique. Si normalement l'antidépresseur est là, surtout j'insiste sur la paroxétine et la fluoxétine, il va inhiber donc ce cytochrome et que le passage entre le tamoxifène et l'endoxifène il ne va pas se faire. Il n'y a pas de principe actif du tamoxifène, c'est ce qui va faire qu'il y aura une diminution de l'activité du tamoxifène. Même chose pour les inhibiteurs de l'aromatase. Les molécules de choix sont l'escitalopram et la sertraline, car elles présentent l'inhibition de cytochrome P3A4 la plus faible et sont donc peu susceptibles d'avoir un impact sur l'efficacité des inhibiteurs de l'aromatase. Donc on va voir un tableau pour schématiser. Donc les molécules qu'il faut éviter chez les patientes atteintes de cancer du sein, souffrant de troubles anxieux ou dépressifs et qui sont sous traitement endocrine ou sous traitement par hormonothérapie ou sous tamoxifène ou inhibiteur de l'aromatase, c'est la paroxétine et la fluoxétine, parce que les deux sont des inhibiteurs potentiels de cytochrome normalement P2D6. Donc il faut les éviter. Les antidépresseurs permis, donc chez ces patientes, donc vous avez le choix entre l'escitalopram, la sertraline, la venlafaxine, la duloxétine et la mirtazapine. Maintenant, quel antidépresseur choisir ? C'est une question. La première question que je vais vous poser, donc, c'est quel antidépresseur choisir donc, chez une patiente sous tamoxifène. Les études dont on a parlé, ils ont un peu insisté sur le fait d'éviter la fluoxétine et la paroxétine, mais à votre avis, est-ce qu'il y a d'autres antidépresseurs qu'on peut prescrire ? Nous avons les trois groupes d'antidépresseurs, donc schématiquement, d'une façon très claire. La première catégorie, c'est des inhibiteurs de la capture de la sérotonine, donc l'escitalopram, sertraline, fluoxétine et paroxétine. Deuxième catégorie, inhibiteurs de la capture de la sérotonine et de la noradrénaline, venlafaxine et duloxétine. Et d'autres antidépresseurs, à savoir la myocérine, la mirtazapine et le milbutrin. Donc, est-ce que vous avez des propositions ? Donc, déjà, on peut prescrire l'escitalopram. Oui ? L'escitalopram et la sertraline, on peut les prescrire. Très bien. Autre proposition ? Je pense que ça dépend des symptômes. Oui, mais je parle surtout chez les patientes qui sont sous tamoxifène.
Donc on a parlé de l'escitalopram et de la sertraline parce que c'est important quand même de connaître les antidépresseurs qui peuvent être bénéfiques pour les patients et qui n'influencent pas l'efficacité du tamoxifène. Avant la myocérine, donc nous avons la venlafaxine et la duloxétine et surtout la venlafaxine. Pas presque d'interaction avec ce cytochrome et aussi la mirtazapine et dans notre contexte la myocérine. Donc je pense que c'est des médicaments parce que chaque antidépresseur en psycho-oncologie il a donc un effet particulier qu'il faut reconnaître. Une deuxième question, quel antidépresseur peut soulager les bouffées de chaleur à votre avis? Les bouffées de chaleur sont des bouffées donc de sueur qui sont très gênants chez les patientes atteintes de cancer du sein, sous chimiothérapie ou sous hormonothérapie. Ils altèrent la qualité de vie d'une façon très importante. Et on peut les prendre en charge par des antidépresseurs, sans qu'il y ait un fond, si vous voulez, un fond dépressif sous-jacent. Donc on peut les mettre sous venlafaxine, mais vous pouvez également choisir les autres inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. En cas de syndrome anorexie-cachexie, on propose comme médicament, comme antidépresseur, la myocérine, très bien, et la mirtazapine. Quoique la mirtazapine n'est pas disponible au Maroc actuellement, mais il sort souvent dans la pratique d'oncologie, la mirtazapine. Et en cas de nausées-vomissements, donc les nausées-vomissements, ils sont très aussi fréquents, très gênants, parfois dans des chimiothérapies émétisantes, parfois c'est l'angoisse et le stress, et dans ce cas, on peut mettre les patientes sous mirtazapine. Et si insomnie, la myocérine, très bien. Myocérine et mirtazapine. En cas de douleur neuropathique, la douleur neuropathique, elle est peut-être séquelaire, elle peut être liée à la chimiothérapie, elle est fréquente. Dans ce cas, on peut choisir la duloxétine. Et si fatigue, oui, huilbutrin, escitalopram, mais l'huilbutrin, il peut interférer avec la tamoxifène. Donc je pense que j'ai terminé donc, la présentation. Voilà, c'est un tableau donc, qui vous permet d'avoir une idée sur les doses. Et là, c'est un tableau récapitulatif. Donc je vous remercie pour votre attention.